Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David jusqu'à 20h. Le coup de gueule de la semaine avec Francis Pousse dans un instant, président national distributeur carburant et énergie nouvelle chez Mobiliance contre l'association des consommateurs consommation logement cadre de vie qui dénonce des marges trop élevées chez les distributeurs de carburant. Sous la direction d'Edouard Schumacher, l'un des principaux acteurs français de la distribution automobile franchit un cap décisif en adoptant un nouveau nom. LS Group devient Carlovers, une évolution profonde dans l'approche du métier de concessionnaire avec un focus renforcé sur le numérique et les événements dédiés à l'automobile. Edouard Schumacher, PDG de Carlover, est en notre compagnie. Et avec plus de 70 000 déclarations aux assurances en France, les vols de véhicules dépassent le niveau d'avant la Covid. En haut du palmarès, les classiques des constructeurs français comme Renault Clio 4 ou encore devant la Mégane 4 et la Peugeot 3008. Thomas Fournier sera avec nous, directeur général délégué de The Rule. Carjagger ouvre 2 points de vente physiques sur des sites appartenant au groupe de Villermin qui a récemment investi dans la société spécialisée dans les transactions de véhicules de sport et de collection. Vladimir Grudzinski, PDG fondateur de Carjagger, sera avec nous. Et bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et Francis Pousse est avec nous, président national distributeur carburant et énergie nouvelle chez Mobiliance. Bonsoir Francis Bonsoir. Pousse. Merci d'être avec Bonsoir. nous. Un rapport publié aujourd'hui a déclaré que les marges brutes des distributeurs de carburant qui repartent à la hausse depuis cet automne sont non acceptables. Et vous voulez réagir. C'est l'association du consommateur consommation logement cadre de vie qui a publié ce rapport. Oui, effectivement, ce sont des chiffres totalement imparfaits, puisque la CLCB le révèle elle-même sur son communiqué de presse. La méthode de calcul ne correspond en rien à la réelle marge des pompistes que je représente. En fait, on fait un calcul entre un prix moyen constaté, prix moyen station-service que l'État a à sa disposition, et de l'autre côté, on compare au prix de sortie de raffinerie, avec des prix qui fluctuent tous les jours selon le cours du baril de pétrole, le cours des essences et des gasoils. Et tout ça, soit 22 à 24 centimes, on dit c'est la marge du pompiste. Mais où va-t-on ? Enfin, je veux dire, prenons l'exemple de la boîte de petits pois. Si on avait une cotation du petit pois, on ferait une marge qui correspondrait entre le prix de vente du petit pois et le prix d'achat du petit pois en oubliant complètement l'embouteillage, le transport. Et ben c'est exactement les mêmes choses que nous fait la CLCB, à savoir que on fait une marge qui dit 22 ou 26 centimes, mais les stations-service ne sont pas livrées directement des raffineries. Ça passe par des gros tuyaux qu'on appelle des pipelines qui alimentent 200 dépôts en France. Ces gros tuyaux, il faut de l'énergie pour pousser le carburant dedans. Ces 200 dépôts, après, prennent des frais de stockage. C'est normal, il faut que le dépôt vive. Et ensuite, on va livrer les stations-service. Tout ça, c'est dans les 22 à 24 centimes. C'est n'importe quoi. Je connais très bien la nature des contrats des gens que je représente, qui sont sous enseigne pétrolière de distributeurs ou en ce qu'on appelle en pompe blanche. On a en moyenne des commissions de 3 à 5 centimes par litre. Je parle de brut. On ne parle pas encore là des coûts de salaire du caissier, de l'amortissement, etc. Donc, vraiment, cette présentation, et c'est pas la première fois que la CLCB nous fait le coup, est complètement idiote. Francis Pousse, la CLCB vous demande un effort de 5 à 8 centimes par litre. Est-ce que c'est, pour vous, réaliste ? Je crois qu'il est ri, donc ça n'est pas possible. Elle demande ça sur les 22 ou 26 centimes que je n'ai pas dans ma poche. Enfin, je veux dire, si j'avais 22 ou 26 centimes par litre, là, je vous parlerais des Bahamas, déjà, d'une part, et d'autre part, on n'aurait pas à peu près 200 stations en moins sur le territoire français. Je parle de mes stations traditionnelles chaque année, si vraiment on en vivait. Donc, il n'est pas question de faire des efforts de 5 à 8 centimes. C'est absolument impossible. Je viens de vous dire qu'on gagnait 3 et 5. Déjà, on a particulièrement été impacté par la politique de prix coûtant du 4e trimestre 2023 instillée par le gouvernement. On a des stations qui sont en baisse de 20 à 40% de volume. Donc, on marche sur la tête. La CNCV, que j'avais déjà appelée, ne comprend pas. Est-ce qu'ils ont en plus tort de vous comparer à la grande distribution sur ce sujet-là ?
Alors, sur ce sujet-là, leur étude porte sur l'intégralité du marché pétrolier français. C'est-à-dire que, en gros, tout le monde est dans le même bateau. Je suis d'ailleurs étonné de ne pas avoir entendu Monsieur Leclerc répondre aussi à ces accusations, puisque là, je peux le dire, et j'ai pas de problème à le dire, la marge en station-service de supermarché est même moins importante. Donc, encore une fois, on compare des choux et des carottes. C'est n'importe quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour ce coup de gueule. Francis Pousse, président national distributeur carburant et énergie nouvelle chez Mobiliance. Dans un instant, une belle réussite, un amoureux de l'automobile, de passion. Ça va de la petite voiture de monsieur, madame, tout le monde à la voiture dont tout le monde rêve. On en parle dans un instant. À tout de suite. Et c'est une personnalité ambitieuse, passionnée. Édouard Schumacher est avec nous, un président directeur général de Car Lovers. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est une distribution, en tout cas un distributeur qui aime la voiture de monsieur et madame tout le monde, mais aussi la voiture du passionné et du passionnant. Ouais. Avant tout, pour nous, la voiture, c'est un rêve. Et je crois que ce rêve, il faut pas l'oublier. J'ai cette chance de pouvoir représenter des marques mainstream, dites populaires, de Dacia jusqu'à Bugatti, les marques les plus incroyables. Les plus extrêmes, là, oui. Les plus extrêmes. Et en fait, j'ai essayé de me rappeler ce qui me faisait vibrer quand j'étais gamin, quand j'étais enfant. Et c'est cette part de rêve que j'essaie de partager avec tout le monde. Et finalement, dans l'automobile, on a trop tendance à positionner les marques haut de gamme comme des marques de luxe. Ce sont d'abord des marques de performance. Et ce sont des marques qui véhiculent, pour moi, un ADN sportif qui est extrêmement important. Le problème, c'est que souvent, les constructeurs, ils s'adressent qu'à leurs seuls clients. Quand on regarde Ferrari, 10 000 voitures vendues chaque année. Quand on regarde Bugatti, 80 voitures vendues chaque année. Ce ne sont pas les clients qui portent les marques. Ce sont les fans. Et finalement, il y a tout un marché qu'on n'adresse pas. Alors moi, je suis issu de cette génération où j'avais des posters de voitures dans ma chambre. Bienvenue au club. Oui, aussi. Donc finalement, on cherchait cette petite part de rêve. Ouais. Parce que finalement, notre passion, à toutes et à tous, elle porte ces marques. Et on en veut une part. Et c'est ce qu'on va essayer de faire à travers Car Lovers. Alors, Car Lovers, c'est un groupe qui a fêté ses 60 ans l'an passé, mais qui a changé de nom. Pourquoi avoir choisi ce nom de Car Lovers ? Parce que justement, à l'époque, c'était LS. C'était LS. En fait, on avait un nom qui faisait référence aux deux associés fondateurs, la famille Lamero, la famille Schumacher. Et là, je voulais qu'on s'adresse plutôt d'abord aux passionnés et qu'on a un nom qui soit presque viral. Là, autour de cette table, je ne pense pas que vous soyez client chez nous. Pourtant, vous êtes des Car Lovers. Oui. Donc, on partage cette passion, on partage cette vision. N'importe qui peut être un Car Lover. Donc, c'est plus une communauté que je revendique. C'est plus un sentiment d'appartenance à cette passion qui doit tous et tous nous unir. Aujourd'hui, ça représente quoi ? Alors, c'est énormément de concessions en France, à Paris et ailleurs. Aujourd'hui, c'est à peu près 70 concessions. Aujourd'hui, oui, 70 établissements. J'aime bien quand il dit aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ambition, l'avenir c'est souriant. Oui, on a envie d'aller un petit peu plus loin. Mais je pense qu'on va essayer d'aller au-delà des concessions. Oui. Parce que au-delà des 70 concessions, physique, en fait. Physique, une vingtaine de marques, on est 1700 collaborateurs. En France et en Italie. Peut-être qu'on ira un peu plus loin d'ailleurs en Europe. Mais surtout, on veut repousser les limites de l'expérience. On veut vendre de l'expérience. Aujourd'hui, moi je pense que dans le secteur automobile, on est assez déphasé. On s'adresse à une clientèle mûre. Les produits et les services sont de plus en plus chers. On n'arrive pas à atteindre des jeunes générations. Moi je regarde, j'ai 2 garçons qui ont 10 et 14 ans. On ne sait pas leur parler d'auto. Et si on ne leur parle pas d'auto, ou alors en parlant mal, en disant que ça pollue, que c'est pas bien, qu'il faut pas aller dans les villes et qu'il faut taxer ceux qui stationnent dans Paris. Et si on ne les prépare pas à l'automobile, moi en tant que concessionnaire, dans 20 ans, dans 30 ans, je me rendrai compte que j'aurais perdu ma clientèle. Les prix moyens ont largement augmenté. Le renchérissement, il est dû aussi à la transition énergétique et électrique. Et finalement, on est en train de se décorréler complètement de notre clientèle à venir. Et cette clientèle, pourtant, elle a envie de consommer la voiture. Elle a envie de consommer du kiff, elle a envie de consommer de la passion. Et on peut se sentir Lamborghini sans être propriétaire d'une Lamborghini. Oui. C'est tout l'intérêt. Et quand on regarde l'engouement sur Netflix, sur la F1... On préfère être propriétaire, oui. Je vous le dis tout de suite. Oui, mais on peut être propriétaire, ou on peut posséder une part de ce rêve. Et le rêve, il s'achète pas, il se vit. C'est ça que je veux commercialiser. Et qu'est-ce qui fait qu'en venant chez vous, on peut se dire que une Bugatti ou une McLaren peut être un petit peu à nous et on peut un peu en profiter. Comment ça se
Je crois savoir que vous avez été pilote et que vous pilotez encore à vos heures. Et oui, ça m'arrive. Je suis pilote de pneus aujourd'hui parce que on peut pas faire grand-chose. En fait, les pilotes aujourd'hui, on voit l'engouement autour de la Formule 1 et des autres compétitions, sont un peu les nouveaux chevaliers. Et ils arrivent à toucher toutes les générations. Moi, je trouve ça incroyable. Aujourd'hui, Car Lovers, donc c'est des établissements traditionnels, des concessions, on vend donc des produits et services. Ok, ça c'est 99% de notre activité, mais on est en train de développer autre chose. Aujourd'hui, on est dans la compétition sportive. On a une quinzaine de voitures, on a 40 professionnels à temps plein qui nous accompagnent dans 12 championnats. On a une participation dans une société de simulateurs. Simulateurs professionnels. On est en train de rentrer dans le gaming et dans le e-sport. Ça veut dire que demain, vous connaissez tous les deux l'histoire de Gran Turismo. Oui. Bien dans le micro. Demain, je suis capable d'écrire l'histoire de Gran Turismo. Ah, magnifique. Et de dire peut-être, on va pouvoir démocratiser le sport auto pour emmener des jeunes qui n'auraient pas les moyens de s'y investir. C'est ça l'histoire qu'on veut raconter. Et cette histoire, elle va toucher les jeunes, elle va toucher chacune et chacun qui aime l'automobile. Vous vendez des marques de grand luxe, Lamborghini, McLaren, Bugatti, Dallara. Vous connaissez Dallara. pas le nom de Dallara? Dallara, oui. Comment ces marques se vendent-elles? C'est pas la concession comme Dacia où monsieur et madame tout le monde viennent acheter une voiture le samedi après-midi. Alors ces marques, elles ne se vendent Ça pas, se vend par le effectivement. carnet d'adresse, par téléphone, avec un petit showroom. Comment ça se passe? Finalement, on est toujours au plus profond du cœur des passionnés. Tous nos clients sont des passionnés, sont très généreux d'ailleurs dans cette passion. Ils la partagent avec toutes et tous. Ils adorent que les gens s'arrêtent dans la rue, ils adorent faire essayer leur véhicule parce que c'est une passion qui est généreuse. Parler, ouais, bien sûr. Ils adorent en parler. Donc c'est pas du tout égoïste cette approche. Et c'est pour ça que j'aime pas quand on parle de marques de luxe, parce que je trouve que l'ADN et de ces marques et de nos clients est bien différent. C'est de la passion. Il y a énormément de passion. Alors comment ça se vend? Tout simplement, tout le monde sait ce que vaut une Lamborghini. Tout le monde sait ce que vaut une Porsche. Il y a des marques qui sont peut-être un peu plus niches, comme Dallara, mais quand on s'intéresse un peu plus au sport auto, on se rend compte que Dallara est à l'origine de tout, quasiment dans le sport automobile. Donc finalement, ce sont des clients qui viennent vivre leurs rêves chez nous. Donc ils viennent à nous de les accompagner au mieux dans leur parcours, leur configuration, dans les événements qu'on va pouvoir organiser pour eux. Mais c'est eux qui viennent à nous. Ce sont eux qui sont nos meilleurs ambassadeurs finalement, parce qu'ils en parlent à leurs amis, à d'autres clients potentiels. Mais j'insiste, cette passion, ils la partagent avec l'ensemble des fans. Et ça va bien au-delà du strict marché de nos clients traditionnels. Ça va concerner le gamin qui va venir avec son père, la jeune femme qui est pilote. Nous, on a une jeune femme pilote qui vient de fêter ses 18 ans et on va lui confier une Lamborghini. Donc cette passion, finalement, elle touche tout le monde. L'automobile, c'est, on le voit, l'automobile bashing un petit peu partout dans les rues, dans certaines villes de France. Il faut que cette nouvelle génération renoue avec l'automobile, peut-être différemment, peut-être par la voie de l'électrique, mais on sent qu'il y a quand même une vraie cassure. Et ce travail de créer finalement un écosystème qui est parfois décorrélé de la voiture, mais de la passion, de l'objet, de tout un tas de choses, peut renouer avec cette génération-là? C'est exactement ça, c'est finalement parler de passion, parce que on a un discours qui est hyper sérieux, qu'on dit raisonnable, et souvent, j'ai entendu le coup de gueule il y a quelques minutes, on se rend compte qu'on a un rapport à l'automobile, ou à tous les services qui sont liés à l'automobile, qui sont tous sauf rationnels, qui sont souvent très politiques, et souvent très déphasés de la réalité des acteurs et de ceux qui vivent l'automobile. On parle des centres urbains, mais il y a une réalité entre l'hypercentre urbain que moi je vis, je suis le seul concessionnaire, je pense, de France qui prend le métro. Mais il y a cette réalité qui est celle de quelques-uns et il y a celle du reste de la France. Quand on a ces gamins qu'il faut les emmener à l'école, qu'il faut les emmener au sport, qu'on doit faire 30 km pour aller bosser, on a besoin de la voiture. Donc à un moment, on peut pas la rejeter complètement. Bien sûr, dans un hypercentre de quelques rues, qu'on bannisse la voiture, personnellement, ça me choque pas. Moi, j'ai me déplacer à pied, en métro, en taxi, en Uber ou en vélo. Il n'y a pas de problème. En revanche, il faut pas faire un amalgame et tout mélanger. Et la voiture, elle est nécessaire. Moi, je me rappelle... Je voulais juste ajouter une chose, lorsque j'ai vécu le Covid, ou plutôt lorsque l'ensemble de nos équipes ont vécu le Covid, on a fait partie des premiers services à qui on a demandé de réouvrir, parce qu'on était des services nécessaires, utiles au fonctionnement du pays, parce qu'il fallait s'occuper des pompiers, il fallait s'occuper des ambulances, il fallait s'occuper des policiers, de tous les services essentiels. Et ça, on l'oublie. Mais si vous enlevez l'automobile et tous les services qui sont liés à la mobilité individuelle,
on est quand même dans la merde. Edouard Schumacher, vous vendez aussi des occasions. C'est porteur l'occasion sur le marché du grand luxe, par exemple, comme McLaren ou Bugatti? Ah oui, le marché de l'occasion, c'est un marché qui est hyper porteur. Déjà, si on parle des marques généralistes et premium en général, c'est un marché qui est 2,5 fois supérieur d'ailleurs à celui des véhicules neufs. Ah oui. Si on rentre dans les marques de prestige, c'est sûr que si on s'adresse à un grand collectionneur, il va avoir tendance, alors c'est drôle parce que je parle du collectionneur comme d'un homme, mais c'est vrai que le comportement du collectionneur est souvent très masculin. Il va créer une profondeur d'association de véhicules qu'il va garder. Mais dans la grande majorité des cas, y compris dans ces marques prestigieuses, eh bien, on ne peut pas cumuler tous les véhicules. Donc, les véhicules circulent, ils sont revendus à leurs concessionnaires, revendus aux proches, ils connaissent plusieurs vies successives, parce qu'on parle souvent d'œuvres d'art. Et donc moi, je suis très heureux de voir un marché de l'occasion qui est dynamique, comme celui-ci. En matière de chiffres, aujourd'hui, vous parlez de 1700 collaborateurs. Ça veut dire que combien de véhicules vendus par an, tout confondu, en fait? Ça représente Alors, quoi? au niveau du groupe, je vais cumuler les véhicules neufs, les véhicules d'occasion, puisque finalement, c'est la vente de véhicules. On doit être à peu près aux alentours des 55 000 véhicules. Mais là où sont aussi nos clients, ils sont dans nos ateliers. La moitié de nos effectifs sont liés à nos services après-vente. D'accord. Donc si on se dit qu'on est 1700 collaborateurs, on a au moins 900, 1000 personnes, plus de la moitié qui travaillent au SAV. Et ce sont 300 000 opérations qu'on réalise chaque année. Ils sont là les flux, ils sont là les clients. Alors vous êtes surtout implanté en Ile-de-France, Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie. Vous avez d'autres ambitions de développement dans l'Hexagone? Alors dans l'Hexagone, on est quand même très très bien représenté. Récemment, on s'est développé en Italie. Alors pour moi, c'était la première fois que je sortais de l'Hexagone. Pourquoi l'Italie? Parce que j'adore l'Italie. Forza Italia. D'accord. Donc, on y mange très bien en Italie. Il n'y a pas de lien avec une marque spécifique. Alors si, une grande facilité, c'est qu'on est allé en Italie pour représenter la marque Renault qui était implantée là historiquement. Ah, j'aurais pas dit ça. Mais c'est bien d'être le challenger dans un pays comme l'Italie. Et la marque Renault a un positionnement qui est extrêmement intéressant en Italie. On est sur des parts de marché qui sont de l'ordre de 10 points. À Rome, nous, on réalise des parts de marché qui sont de l'ordre de 21 points. Ouais. Pour Renault, le groupe Renault Dacia. Mais c'est-à-dire qu'on est au niveau français. Que la marque Renault, alors pas moi directement, mais le groupe la pratique depuis 1963. Ça veut dire qu'on la connaît extrêmement bien. Et on a eu cette opportunité de pouvoir voir une transmission entre le constructeur qui nous a transmis peut-être un de ses plus beaux fleurons, sa filiale romaine. Jean Cocteau disait que les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui différencie le client français du client italien, comme vous servez les deux? Alors, ce qui m'impressionne beaucoup, et je peux faire la comparaison, c'est qu'en fait, l'automobile, c'est encore une fête en Italie. Et quand je me promène dans le showroom, j'ai l'impression d'être dans un supermarché. Il y a un monde, un brouhaha, les gens viennent essayer, viennent toucher, viennent regarder, et il y a encore cette magie de l'auto qu'on a un peu perdue dans les centres urbains en France. Est-ce que les constructeurs aujourd'hui qui essayent tous de vendre un petit peu leur sauce sans vraiment de conviction, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions à l'électrique, alors que bon, il y a aussi d'autres alternatives. Est-ce que des gens comme vous, parce que je vois que vous êtes en partenariat avec pas mal de grandes maisons automobiles, est-ce qu'on a besoin de gens comme vous pour faire rayonner d'abord l'automobile française, mais l'automobile en général, et puis des marques sur lesquelles à un moment donné on peut taper? Est-ce que finalement la dynamique elle vient pas du terrain? Je pense que les constructeurs aujourd'hui ont conscience que le business model change, mais surtout le comportement des clients change. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas des clients uniques. Par rapport à un même produit ou un même service, dans la journée, on peut avoir plusieurs comportements différents. Et les constructeurs se disent aujourd'hui, attention, parce qu'on a des nouveaux acteurs qui arrivent, qui peuvent être des pure players, comme Tesla ou des nouvelles marques entrantes, mais je pense que demain on aura aussi des concurrences qui ne seront pas forcément industrielles et automobiles. Et c'est ce que comprennent les constructeurs. Donc ils se mettent à écouter des partenaires, dont je fais partie, qui ont peut-être une vision un peu différente de l'automobile. Pourquoi? Parce que moi je suis pas un car guy à l'origine. Moi c'est les circonstances, la mort de mon père qui m'ont amené là il y a 18 ans. On va fêter d'ailleurs un anniversaire important pour moi, puisque dans 2 mois, on fêterait le siècle qu'aurait eu mon père s'il était encore parmi nous.
Et puis on a des histoires de famille qui nous ont unis avec mon associé. On évoquait Olivier Lamiraud en off il y a quelques instants. Mais malgré tout ça, moi je suis pas issu de la caisse, je suis pas issu de la voiture. Donc je suis pas pris peut-être dans certains cadres ou certaines vues qui sont un peu dépassées. Et Edouard Schumacher, vous avez également votre écurie de course, Schumacher CLRT. Alors 15 véhicules seront engagés dans plusieurs championnats, je vous les donne. Porsche Sprint Challenge France et Southern Europe, Porsche Carrera Cup France, Porsche Mobile 1 Super Cup, Alpine Europa Cup, GT4 France et Europe, Lamborghini Super Trofeo, etc. La compétition, c'est un gros plus pour une entreprise comme Carl Lovers? C'est un gros plus en interne en termes de valeur, parce que c'est finalement le sport auto, c'est le collectif qui pousse une surperformance individuelle. Donc déjà en interne, on véhicule une idée qui est extrêmement forte. Si on parle de rêve auto, il n'y a rien de mieux que la compétition. On se surpasse, on va au-delà de ce qu'on pensait être capable de réaliser. C'est une question de performance. Donc oui, pour l'automobile, c'est extrêmement important. Et rappelons que la course automobile, pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi des projets de développement, d'innovation pour la voiture de monsieur et madame tout le monde aussi. Bien sûr, toutes les technos qu'on retrouve dans les véhicules de monsieur et madame tout le monde sont issus de la compétition automobile. Quel regard vous avez sur les voitures chinoises, sur toutes ces voitures qui arrivent en France, en Europe? Alors, ces voitures, d'abord, elles sont d'excellente qualité et en termes de développement de techno, les Chinois sont très très forts. En tant que distributeur, en soi, directement, je n'ai pas de problème. Moi, je suis là pour représenter des marques. Je représente des marques déjà asiatiques. Il y a 20 ans, on parlait de Toyota. Aujourd'hui, Toyota, c'est un des premiers constructeurs en France. Oui. C'est même un constructeur quasi français aujourd'hui, comme il produit à Valenciennes. Ah oui, et on n'a plus de problème avec Toyota. On a pu avoir des problèmes avec les Coréens lorsqu'ils sont arrivés. Je représente des marques coréennes comme Kia, et je suis extrêmement heureux de représenter Kia. Donc demain, je serai très heureux de représenter des marques chinoises. Ce que je regrette, c'est que l'arrivée des marques chinoises se fait au détriment de marques peut-être plus occidentale, plus européenne, et au détriment d'une valeur, d'un savoir-faire et d'emploi qui ont été développés depuis des dizaines d'années. Et c'est trop brutal. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Edouard Schumacher, l'un des principaux acteurs français de la distribution automobile. Ça s'appelle Carl Lovers. Je vous incite à aller voir sur leur site internet. Il y a forcément peut-être une marque ou un modèle qui vous correspond. Vous restez avec nous dans un instant. On reviendra sur cette information. Avec plus de 70 000 déclarations aux assurances en France, les vols de véhicules dépassent le niveau d'avant la Covid. On va en parler avec un spécialiste, Thomas Fournier, directeur général délégué de Roule. À tout de suite. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. C'est un chiffre énorme, 70 000 déclarations aux assurances en France avec ces vols de véhicules qui dépassent le niveau d'avant la Covid. En haut du palmarès, on va en parler dans un instant avec une liste de voitures que vous connaissez bien, qui est peut-être, il y a peut-être la vôtre dedans. Oui. Thomas Fournier est avec nous, directeur général délégué de Roule. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous venez avec de mauvaises nouvelles, avec des chiffres à la hausse sur le vol des voitures en France. Alors effectivement, on avait constaté ces 10 dernières années plutôt une chute du vol de véhicules, avec notamment l'effondrement pendant la période Covid, où effectivement les gens étaient cloîtrés chez eux, donc voilà, il y a les voitures au garage. Exactement. Oui. Et puis depuis 2022, les chiffres repartis à la hausse. L'année dernière, déjà, on avait plus 8%, et cette année, on est à plus 5 ou 10% en fonction des chiffres, si on prend les chiffres des assureurs ou les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc on est sur des niveaux équivalents avant la crise sanitaire. Ça, c'est en termes de volume. On en parlait tout à l'heure aussi, il faut aussi avoir en tête que la valeur des véhicules a aussi augmenté entre-temps. Donc si on regarde en termes d'argent de véhicules volés, c'est pas plus 5%, mais on est plutôt plus 10 ou plus 15% par rapport à l'année dernière. Alors moi j'ai une question avant d'arriver sur les modèles, c'est est-ce qu'il y a des régions, est-ce qu'on régionalise un peu les vols de voitures? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'on sait si ces voitures sont retrouvées ou pas, ou si elles sont parties à l'étranger? Alors, les régions sont à peu près stables depuis une dizaine d'années, enfin même plus que ça, depuis 20 ans. C'est les grosses métropoles françaises, région parisienne, Bouches-du-Rhône, région Nord. Donc ça, c'est effectivement dans le top 3, ça n'a pas bougé depuis 20 ans, c'est toujours la même chose. On retrouve environ 40% des véhicules
au bout d'un mois. Donc il y en a 60% qui disparaissent. Oui. Donc il y a une partie qui sont revendues en pièces détachées. Donc typiquement les pots catalytiques sur certains modèles qui sont très prisés parce qu'il y a des métaux rares à l'intérieur qui vaut de l'argent. Il y a même des fois des composants qui sont réutilisés dans l'occasion pour faire des réparations. Et puis après, il y a des véhicules qui partent à l'étranger pour être revendus dans les pays de l'Est ou dans d'autres pays. Alors, quand on regarde les véhicules les plus volés, sans surprise, c'est les plus vendus. 1, la Clio 4, 2, la Mégane 4, 3, la 308 phase 2, la 3008, ensuite la 308 phase 2, Toyota RAV4. C'est finalement assez logique, puisque plus il y en a, on va pas voler beaucoup de Bugatti, parce qu'il y en a pas beaucoup, schématiquement. Oui, alors je suis d'accord avec ça, mais en fait, on pourrait penser que les véhicules les plus chers sont les plus volés, mais finalement, on vole les véhicules de monsieur tout le monde, les véhicules familiaux, les véhicules français. Donc, en gros, tout le monde est concerné par le sujet. Quel regard ont les constructeurs sur les vols de voitures? Parce que quand on voit effectivement Renault aux 2 premières places, c'est compliqué pour eux, j'imagine. En fait, c'est un peu le jeu du chat et la souris entre les voleurs de véhicules et les constructeurs. C'est comme le dopage et les contrôles. Ouais, c'est un peu dans le même esprit, mais c'est-à-dire, et le problème, c'est que les cycles de fabrication, de développement des véhicules est très long. Et donc, dès qu'il y a une faille qui a été détectée, pour la corriger, il faut attendre 18 mois, 2 ans, 3 ans pour être corrigé, en fait. Et donc, ça, c'est un vrai sujet pour les constructeurs. Et quand on regarde le ratio, alors les véhicules les plus volés, c'est par rapport au nombre de véhicules sur le marché, c'est la Lexus RX2 en premier, la Toyota RAV4 phase 5 en second, et la Lexus NX en troisième. C'est le même groupe Toyota et Lexus. Il y a un trou dans la raquette sur la sécurité dans le groupe Toyota ? En fait, je pense que c'est principalement dû au fait que c'est des véhicules plutôt haut de gamme, et là, pour le coup, cela, c'est des choses qui sont recherchées pour la revente. Donc, il n'y a pas de problème fondamental sur ces constructeurs. On parle de 70% des vols qui sont commis sans effraction. Ça veut dire que c'est quoi le problème, on sait, le point faible de ces voitures, c'est la clé. Oui. Aujourd'hui, et ce qu'on disait hors antenne, si on avait des vieilles clés à l'ancienne, peut-être que ce serait plus simple. C'est compliqué finalement de préserver de la sécurité de ces voitures aujourd'hui. Alors effectivement, la clé, c'est le maillon faible, parce que les clés, entre guillemets, sans contact, on met la clé dans sa poche, on rentre dans sa voiture, c'est des choses qu'on peut utiliser pour l'ouvrir à distance. Donc, c'est ce qu'on appelle l'attaque relais. Oui. Vous mettez votre clé dans votre entrée, avec une antenne, on peut prolonger le signal et ouvrir votre voiture sans effraction. Donc, on peut rentrer très facilement dans la voiture. Ensuite, pour démarrer une voiture, avant, il fallait démonter un peu des éléments. Démonter le Néman, il y avait 3 fils. Et brancher les fils. Le rouge, le jaune et le noir. Et maintenant, en fait, il suffit de brancher un ordinateur sur la prise diagnostique, et avec des logiciels malveillants, en quelques minutes, on peut démarrer un véhicule sans effraction. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, je me rappelle à l'époque, il y avait un problème sur les DS7 qui étaient assez volés. On peut corriger le logiciel pour se protéger de ces logiciels malveillants Exactement. utilisés par les truands. C'est ce que font les constructeurs. Donc c'est des corrections de logiciels de la même manière que votre ordinateur, votre téléphone, on le met à jour pour éviter les problèmes de sécurité. Sauf que pour mettre à jour un véhicule sur le logiciel, tous les constructeurs ne sont pas au même niveau. Donc il y en a certains qui le font de manière automatique. On a pris l'exemple tout à l'heure de Tesla, et on fait des mises à jour toutes les 2 semaines sur ces véhicules-là. Ah oui, toutes les 2 semaines. Après, donc en fait, s'il y a une faille de sécurité, en fait, c'est corrigé assez facilement. Sur des véhicules plus traditionnels, il faut faire des rappels constructeurs, et c'est forcément plus coûteux. Donc là, il y a toujours des arbitrages côté constructeur pour savoir si ou pas on fait la correction, ou c'est plutôt le prochain modèle qui corrigera le problème. Mais c'est bien le nerf de la guerre. Mais quelles sont les marques ou les véhicules qui sont les plus sécures aujourd'hui? En fait, les bonnes de chevaux. En fait, voilà, les anciens modèles avec des clés mécaniques où il faut mettre la clé dans le Néman. Voilà. Et donc ça, effectivement, c'est plus compliqué à voler. Et effectivement, après, les modèles plus novateurs, on parlait tout à l'heure des marques chinoises ou des marques comme Tesla, effectivement, c'est des choses qui ont plus de difficultés à être volées, parce que il y a des correctifs en permanence sur le logiciel. C'est souvent des problèmes de logiciel qui font que les véhicules sont démarrables à distance. Mais il n'y a pas sur les voitures aujourd'hui, sur toutes les voitures, l'obligation peut-être d'avoir un traceur. Est-ce que c'est... Alors aujourd'hui, c'est pas une obligation. Oui. Comme je disais, en fait, c'est très compliqué d'empêcher quelqu'un de voler un véhicule. Et donc, ce qu'il faut, la proposition, c'est de soit faire de la dissuasion. Donc, par exemple, nous, ce qu'on peut proposer, c'est du marquage de vitres
pour en fait dissuader les voleurs de voler ces véhicules-là. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est... Quand vous dites un marquage de vitre, c'est-à-dire que le potentiel vendeur peut voir que la voiture est marquée ? Exactement. C'est comme le tatouage sur les animaux. En fait, vous voyez l'élément et donc, du coup, ça permet d'identifier le véhicule. Si on change les plaques d'immatriculation, avec le marquage, on récupère on voit qu'il y a un problème d'identification. Deuxième moyen de récupération, c'est des traceurs de géolocalisation qu'on met dans des véhicules, qui permettent, après le vol, de venir le récupérer. Ça, c'est ce qu'on propose aussi. Ça reste encore des dispositifs qui restent chers. C'est obligatoire pour certains modèles vendus par le groupe Schumacher. En fait, les assureurs l'imposent, mais sur des modèles plus standards, il n'y a pas d'obligation des assureurs. Vous avez parlé, il y a quelques instants, des véhicules qui se volaient avec des malwares, des logiciels. Quand on voit ce classement, il y a des bonnes surprises, des mauvaises surprises ? Non, mais il n'y a pas de... Donc justement, la surprise, c'est que ça concerne tout le monde. C'est peut-être ça. Donc certains pourraient se dire, moi j'ai un véhicule qui coûte pas cher et du coup je suis pas concerné. Et en fait, c'est pas le cas. En fait, on peut avoir des problèmes de vol sur tout type de véhicule, que ce soit des modèles petits modèles ou des modèles plus chers. Enfin, c'est pas votre métier, mais c'est quoi finalement le recours derrière ? Le recours pour Quand on vous vole votre voiture et qu'elle disparaît. Le recours, c'est les forces de l'ordre. Donc c'est pour ça que nous, on a noué un partenariat avec les forces de l'ordre pour communiquer avec eux pour récupérer des véhicules avec la position de nos boîtiers. Et c'est un des seuls recours aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire qu'on vous vole votre voiture, vous allez voir les policiers, vous pouvez nous contacter parce que vous avez un dispositif qu'on vous a vendu, et nous, on prend le relais avec les forces de l'ordre pour emmener en fait des brigades de gendarmerie ou de police aux endroits où les véhicules ont été détectés. Ils avaient dit que 40% des véhicules volés étaient retrouvés en général sous 15 jours. Ouais. C'est quoi ? C'est plutôt des filières organisées ? C'est parfois des petits voyous qui vont voler une voiture comme ça ? C'est quoi le profil type du voleur de voiture ? Il y a vraiment tous les types de profils. Et donc, entre celui qui veut voler une voiture pour vendre des pièces détachées ou parce qu'il y a une commande sur un type de véhicule, et puis des filières un peu plus organisées qui ont volé un type de véhicule pour le vendre à l'étranger, vous avez un peu toute la panoplie en fait. Il n'y a pas vraiment de profil type. Et quand les voitures sont retrouvées, elles sont dégradées pour la plupart du temps ? Non, alors, selon l'usage des véhicules. Donc, si le véhicule est utilisé pour être revendu, il est plutôt en bon état. Et parfois, des véhicules sont utilisés pour faire des casses ou ce genre de choses. Là, effectivement, pour trouver des fois des véhicules qui sont comptés endommagés, voire brûlés. Mais est-ce que les assurances remboursent bien ? Parce que, excusez-moi, vous pouvez dire la voiture elle a 150 000 km, vous dites j'en ai 50 000. Ils viennent pas vérifier votre compteur. Non, mais en fait, dans ce cas, c'est pour ça que la problématique de l'effraction est importante, parce qu'en fait, si on vole votre véhicule sans effraction et sans rien du tout, faut réussir à prouver qu'on vous vole votre véhicule. On peut pas le prouver si on le retrouve pas. Non, mais c'est bien la difficulté. Donc des fois, il y a aussi des difficultés pour prouver on nous a bien volé notre véhicule, parce qu'il n'y a pas aucune trace d'effraction, il n'y a pas de bris de glace. Il n'y a plus de voiture du tout. La voiture a disparu, mais voilà. Donc ça, effectivement, ça peut être un sujet. Mais sinon, les assureurs sont quand même là pour gérer la situation pour les consommateurs. Mais on est remboursé au bout de combien de temps ? Vous dites on retrouve 15 ans, 40 je crois, c'est 15 ans. Non, ça fait un peu long. En fait, en gros, les assureurs attendent 30 jours pour se laisser le temps de retrouver le véhicule, et c'est au bout de 30 jours qu'on a des démarches pour être remboursé d'une partie du véhicule. Ça dépend après de votre contrat d'assurance. Et si jamais on le retrouve au bout de 6 semaines, par exemple, comment ça se passe ? En fait, l'assureur devient le propriétaire. Exactement, en fait. Et donc, votre véhicule, vous le retrouvez pas. En fait, donc, par moment où vous avez été indemnisé, en fait, le véhicule vous appartient plus. Et s'il est en bon état, vous trouvez que vous n'avez pas été très bien indemnisé, vous pouvez pas négocier, je reprends le véhicule et je vous rends les sous ? C'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué. En tout cas, vous trouverez tout ce que vous voudrez chez Roule. Vous le savez, R2OLE. Tout à fait. Merci beaucoup, Thomas Merci Fournier, pour ces informations, directeur général délégué. Vous restez avec nous. On n'en a pas fini, Philippe. Bien sûr que vous connaissez cette marque de voiture. Absolument. Carjäger. Vous voyez, j'ai essayé de bien le prononcer. On va en parler avec Vladimir Grudzinski. Parce que Carjäger, c'est les voitures de collection, etc. Ça fait rêver, ça. C'est incroyable. Tiens, une Lamborghini Countach, ça vous dirait ? J'en ai déjà conduit une. Je peux vous assurer que on a l'impression que c'est une bête qui avance. Oui. C'est dingue. Il y a un euro-million demain soir. Oui. Ah bon ? C'est pas con, tiens. Je vais y aller. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Ils sont basés à Aix et ils étaient comme Sud Radio présents il y a 2 semaines au salon Rétromobile qui se tenait au parc des expositions de la Porte de Versailles. Nous sommes en compagnie de Vladimir Grudzinski, PDG fondateur de Carjäger. Vladimir Grudzinski, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Tout d'abord, présentez-nous Carjäger. Je l'ai bien prononcé, ça va ?
Karl Jaeger, exactement. À C'est l'anglaise, chasseur alors de que- voitures, sinon à l'allemande. Voilà, nos amis allemands et néerlandais disent Karl Jaeger, mais Karl voilà, Jaeger, on oui. dit pas Karl Jaeger, voilà. Eh bien, écoutez, là, on est dans une émission d'automobile, de mobilité, de tout ça, et c'est vrai que quand on parle de Karl Jaeger, c'est parler d'automobile avec le cœur qui bat, hein, loin des mobilités douces que par leur envahissante tiédeur. Donc, chez Karl Jaeger, nous, on parle l'automobile avec un grand A. L'automobile du XXe siècle, celle d'un baiser italien dans un cabriolet anglais, vous voyez, celle d'un rupteur affolé à l'insertion d'une autoroute d'Alsace et de petites routes qui défilent au feulement d'un moteur qui hurle en allemand « Je t'aime Greta ». Voilà. Donc ça, C'est pas Greta Thunberg, rassurez-nous. voilà, non, moi, je ne sais pas, je ne connais que son prénom. Voilà. Donc nous, il est clair que voilà, on est une société de passion où tous les services sont opérés par des passionnés pour des passionnés. Ouais. Voilà, donc on est en effet à Aix-en-Provence avec une antenne à Paris, on est 35 personnes et on a été lancé il y a 5 ans. Voilà. Et on parle de quel type de voiture? Faites-nous rêver sur des modèles. Alors c'est toute l'auto de passion, on commence dans les années 1920, Ah oui. jusqu'à 2023. Voilà, on vend pas mal d'autos de 2022-2023 pour les modèles sportifs en GT, en supercar. Donc par exemple, si on remonte dans le temps, on commence avec des Bugatti 35, ouais, les 35 et 37 avec des automobiles de course des années 20. Ensuite, on remonte dans les années 50 avec vous voyez, des Jaguar XK. Ensuite les Jaguar Type E, des Ferrari 275, 250 GT Lusso par exemple. Et ensuite, on va traiter des Youngtimer, Oui. donc qui peuvent être des autos. Alors souvent Youngtimer, ça peut être un peu un côté un peu populaire, comme avec la Golf GTI ou la Peugeot 205 GTI, mais il y a également des gros modèles qu'on traite comme des Jaguar XJ220 ou des Lamborghini Diablo. Ah oui. Voilà, exactement, c'est toutes ces autos jusqu'à les Alpha 8C de notre époque et beaucoup de Porsche bien sûr, comme c'est la première marque qu'on vend avec toutes les 997, 991, Wow. 992 dans toutes leurs versions. Voilà. Là, on est vraiment sur de la voiture de collection pour la plupart. Alors j'aime bien dire voiture de collection parce que voiture de collection dans l'imaginaire populaire c'est la voiture ancienne, Ouais. c'est le vieux taco qui pisse de l'huile et qui crache de l'essence. La vieille Mais en Forte. fait, voilà exactement la Rosalie, pour être Oui. plus français exactement. mais non, la voiture de collection c'est quoi? C'est vraiment celle que je te disais en intro, c'est celle qui fait battre le cœur. Donc c'est des autos qui ont un intérêt et à Et ce une titre, histoire, une histoire en fait. et une histoire, sauf dans les voitures contemporaines. Vous voyez, on a Bien sûr. l'ancien département GT Supercar où c'est très récent avec des Ferrari qui ont 1 an, 2 ans, des Porsche, tout ça. Mais il est évident que quand on vend une voiture des années 30 qui a un palmarès historique ou des autos qui ont 70 ans, eh bien, elles ont appartenu à telle famille dans les années 50, puis vendues dans tel coin, et puis on essaie de reconstituer les dossiers pour vendre pas qu'une voiture, mais aussi vendre une histoire, parce que c'est ce que les gens achètent. Vladimir Grodensky, au départ, vous étiez ce qu'on appelle en bon français une marketplace, c'est-à-dire qu'on achetait schématiquement via le web. Et aujourd'hui, vous avez ouvert 2 points physiques avec le groupe De Villermin. Expliquez-nous. Exactement. Donc nous, comme vous avez dit, on a une boîte digitale. Nous, ce qu'on a voulu, si vous voulez, c'est un peu dépoussiérer ce marché qui est fait de professionnels qui ont énormément de compétences, qui savent très bien vendre une auto, qui connaissent leurs clients et voilà. Mais nous, on a voulu replacer, comme ce que fait le digital, on peut le comparer avec G7 et Uber. Si vous voulez, avant que Uber arrive, G7 c'était quand même le coupe-gorge. Ensuite, il y a Uber qui est arrivé, qui a cleané toute la profession. Et depuis Uber, G7 est voire mieux que la société américaine. Donc nous, c'est pareil. On a remis le client au milieu de notre mission, de l'expérience, pour apporter, si vous voulez, pour adapter les process de vente à distance du véhicule d'occasion et du véhicule neuf au marché de la voiture passion, qu'elle soit ancienne ou contemporaine. Ce qui fait que 40% de nos clients achètent des autos à distance sans les avoir vues. Ah oui, Ah oui, c'est- sans les avoir vus. Voilà. Il faut Voilà. de la confiance. Il faut beaucoup de confiance et c'est pour ça que on s'est forcé, voilà, à se placer. Nous, comme je vous l'ai dit, on est des passionnés qui bossent pour des passionnés. C'est-à-dire que plus de 60% de l'équipe, on est 35, possède une voiture ancienne ou sportive. Et à ce titre, voilà.
Et Pardon, non, je voulais rebondir sur ce que disait Philippe David il y a quelques instants. Vous étiez au salon Sur le digital. Rétromobile. Ce qui était important, finalement, l'accueil, comment ça s'est passé pour vous ? Alors Rétromobile, c'est un salon qu'on connaît bien parce que la première fois qu'on y a participé il y a 5 ans, on n'avait quasiment pas de site, mais on a voulu y aller pour commencer à imprimer la marque dans un marché qui, contrairement à la voiture neuve et d'occasion, est très communautaire. Donc, si vous voulez, quand on essaie de pénétrer cette clientèle-là, ensuite, la nouvelle se traîne comme une traînée de poudre. Et donc, l'accueil a été très bon. Pour rebondir sur ce que disait Philippe, sur le Figital, n'est-ce pas? Donc, c'est l'ouverture de points de vente physiques avec le groupe de Villermin. Ah, c'est beau, comme le Figital. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est le terme business pour dire, en effet, un business 100% digital qui atterrit sur le terrain pour pouvoir faire de ce qu'on appelle en langage startup du drive to store. Donc, c'est conduire des gens du digital jusqu'à la boutique et là, vivre l'expérience que la marketplace veut, mais dans un environnement physique. Donc, nous, ce qui s'est passé, c'est que on a levé des fonds, on a fait une levée de 5,7 millions en juillet, à laquelle a participé le groupe de Villermin. Donc le groupe de Villermin, c'est un des plus gros distributeurs Mercedes qui va de Valence jusqu'à Marseille avec 16 concessions et 700 personnes. Donc ils ont des énormes boutiques Mercedes très belles. Et en fait, comme alors c'est intéressant de parler de ça après la parole de Monsieur Schumacher, c'est que les distributeurs sont en train de revoir pas mal leur stratégie dans la mesure où la distribution automobile change. On parle beaucoup de mobilité, monde automobile, et donc nous, on propose aux concessionnaires de nous accorder un corner Car Jagger avec des voitures ultra sportives, des supercars et des voitures anciennes. Et si vous voulez, donc ça apporte de la passion au sein de concessions dont les produits sont plus forcément des produits de passionnés. Donc on fait vibrer le cœur des gens qui viennent, et ensuite on permet donc de proposer des GT qui viennent du digital, mais à des points de vente physiques, avec tous les services que proposent des distributeurs. Le financement, la garantie, la location longue durée, et ainsi de suite. Mais le corner chez Mercedes, par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre une vieille CLK ou SLK, vous pouvez mettre une Lamborghini dedans, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de garde-clocher. Il n'y a aucune. Alors, il faut savoir que ces groupes, c'est des groupes de distribution qui sont affiliés à une marque, mais qui en distribuent d'autres. Dans le cas du groupe de Villermin, ils avaient Jeep, ils ont MG, et donc on peut tout à fait, nous, être en tant que marque de distribution de voitures de passion, avoir des marques de tout horizon. Donc, on a en ce moment une Ferrari GT4 Lusso, on a une Porsche GT3, on a une Chevrolet Corvette des années 50. Voilà. Et donc, on crée cette expérience assez intéressante. Et on professionnalise et on industrialise le marché de la voiture ancienne et sportive. Et le principe, c'est d'avoir un maillage territorial un peu important, j'imagine. Exactement. Donc, voilà, tout à fait. Donc là, on est en phase test avec ce groupe qui est un groupe ami et de confiance qui est en plus actionnaire de la société. Et le but, bien sûr, de développer en France et en Europe, comme on a déjà des rendez-vous pris pour des pays européens. Lesquels, par exemple? C'est très neutre, mais on a des. C'est l'Europe. Nous, on est assez scotché dans les années 60. Donc nous, l'Europe, c'est l'Europe des 6. Ah oui. Voilà. France, Italie, le Benelux et l'Allemagne, quoi. C'est ça. Voilà. On va pas encore avoir Car Jagger à Athènes, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Et quel est le profil type aujourd'hui de l'acheteur de voitures de collection? Il y a un profil type ou pas? Alors, à des fois, on va peut-être être très réac, mais il est vrai que nos clients, c'est 98% des hommes. Alors ça va de 35 ans à 85 ans, sans aucune blague. Et on voit, c'est là où la passion continue à faire vivre les hommes. Parce que quand on a des clients, on est vrai qu'ils ont 70, ils nous disent on a 85 ans. Et donc, quand on conduit des autos de passion, apparemment, ça fait garder un petit peu de jeunesse. On a des clients dans toute la France et dans toute l'Europe. 40% des autos qu'on achète ou qu'on vend sont vendues en Europe. Et sinon, partout, Paris, Nord, Sud, des gens qui ont beaucoup de moyens, des gens qui ont moins de moyens, mais qui veulent se faire plaisir. Voilà. Et la voiture coup de cœur, vraiment petit bijou de Car Jagger aujourd'hui, là, en ce moment, c'est laquelle? Alors, en ce moment, on a... j'aime beaucoup Ferrari, donc on a 2 Ferrari exceptionnels sur les voitures.
Dans les voitures anciennes, pour parler des anciennes, ensuite des GT, on a une 275 GTB2, qui est une voiture de 1966, qui a été faite à 106 exemplaires pour celle-ci, et qui coûte 2,8 millions. Et en voiture contemporaine, on a un petit bijou de chez Porsche de 2023, qui est une sport classique, donc très rare et magnifique. Merci beaucoup Vladimir Grudzinski, PDG fondateur de Carjager. Merci à vous. Merci de nous avoir fait rêver. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bonne soirée. Merci. À bientôt. C'était les vraies voix qui font rouler la France comme tous les jeudis. Merci beaucoup Philippe David. Merci à vous Cécile. On se retrouve demain. Demain à 17h, mais tout de suite à 20h02, l'essentiel de Sud Radio. Ce sera juste après le flash. Mais tout de suite Sud Radio à votre service. Passez une belle soirée. Merci à notre équipe formidable et à demain. Merci à elle.